La psychologue m'appelle, elle me demande comment je vais, qu'est-ce que je fais dans la vie, d'où est-ce que je viens, ciao. Derrière, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de suivi concret sur les plateaux lorsqu'on va vraiment pas bien. Il faut savoir qu'on est enfermé 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, qu'on nous demande de jouer un rôle quotidiennement. La prod vous pousse aussi à faire telle ou telle action. Allez, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, si tu veux exister, si tu veux truc. Bonjour à tous, je m'appelle Christopher Laquiez, je suis philosophe, auteur et conférencier. Je suis aussi créateur de contenu, je fais pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux pour amener la philosophie de manière pratique pour les personnes qui sont intéressées par ce monde-là. J'écris aussi des bouquins, notamment mon dernier livre qui s'appelle Guérir l'impossible, qui parle de la résilience et notamment de comment est-ce qu'on peut utiliser nos souffrances pour en faire des forces. Donc aujourd'hui, on va regarder des vidéos qui correspondent à certaines personnes de télé-réalité et voir un petit peu les travers et pouvoir aussi vous donner des conseils pour atteindre une forme de résilience, un petit peu comprendre comment est-ce que vous fonctionnez et pourquoi ces personnes-là en sont arrivées à ça aujourd'hui. Est-ce que tu prenais de la quand tu étais en tournage? Ouais, ça m'est arrivé. Après, c'était plus en off. J'ai jamais vraiment été devant, face cam, sous produit. Je me souviens qu'il y a un de mes tournages où j'en prenais beaucoup. Ouais. C'est-à-dire beaucoup? Quasiment tous les dimanches. Ouais, c'est réel, il y a vraiment de la dans les tournages. Moi, de mon expérience, j'en ai pas vu tourner exactement. Je sais qu'il y en avait. Moi, je suis pas un consommateur, mais c'est sûr qu'il y a toujours eu de la dans la télé-réalité. Moi, il y a un truc qui me choque, c'est quand Virgile dit que la seule chose réelle dans la télé-réalité, c'est le fait que la est présente. Je trouve que c'est très paradoxal parce qu'on est en train de filmer un moment qui devrait censé être réel. La seule chose qui est réelle à l'intérieur, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe en off, c'est ce qui se passe quand c'est caché. Donc c'est vrai que dans la télé-réalité, on voit qu'il y a une image qu'on se crée. Les gens deviennent des acteurs quand les caméras s'activent. Et au final, l'histoire qu'ils se racontent d'eux-mêmes change et évolue au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que cette identité-là qui se crée, l'identité de télé-réalité, pour les personnes qu'on va rencontrer qui sont des vraies personnes de télé-réalité dans la vie de tous les jours, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ils se créent vraiment une identité. Et peut-être que cet attrait à la leur permet de pouvoir se déconnecter de ce qu'ils sont et de pouvoir après par la suite pouvoir jouer pleinement leur rôle. Et c'est aussi peut-être le rôle que la prod leur impose en leur disant peut-être prenez de la peut-être que vu que la prod en prend, derrière elle peut leur dire aussi d'en prendre parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors, à l'opposé, ça peut être aussi la solution. Il faut savoir que beaucoup de personnes et utilisent plein de dépendances différentes, que ce soit l'argent, peu importe ce qu'il y a, en termes de solutions. C'est-à-dire que pour eux, c'est la meilleure solution pour pouvoir effacer leur souffrance. Je souffre tellement que la me permet de pouvoir effacer mes souffrances, donc du coup, je me raccroche à la Il faudrait vraiment étudier chaque personne pour savoir pourquoi elles ont ce comportement-là aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il y a un concept identitaire où peut-être les autres le font, donc il faut que je le fasse, ou je le fais parce que ça me permet de pouvoir m'oublier et de jouer pleinement mon rôle, ou je le fais parce que je souffre tellement, parce que du coup j'ai besoin d'aller chercher de la pour ne plus souffrir. Donc il y a plein de raisons différentes. Moi, j'ai pas été confronté à ça directement, j'ai vu que certaines personnes en prenaient, je sais pas quel type de exactement non plus. J'avoue ne pas être vraiment très proche de ce monde-là, donc vu que moi je consomme pas du tout et je n'ai jamais consommé, je m'en éloigne au maximum. Mais par contre, c'est vrai que les comportements changent. Les comportements changent et ça on le voit radicalement parce que quand on devient dépendant à la c'est la qui nous dirige. C'est plus nous qui dirigeons la on devient esclave du coup de l'addiction. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on voit que si la personne ne prend pas sa du coup le comportement après sur le plateau est différent. Parce qu'au final, il va peut-être redevenir lui-même ou une autre partie de lui et donc ça ne plaît pas forcément à la prod. Donc du coup, la prod peut éventuellement le fournir pour que derrière, il reprenne son rôle initial, quoi. Déjà, pour pas tomber dans la réussir à être capable de penser par soi-même. Et penser par soi-même, c'est pouvoir être capable de s'analyser et de s'introspecter. Pour quelle intention je fais ce que je fais? Pour quelle raison est-ce que je vais envie de prendre de la Est-ce que je le fais parce que les personnes qui m'entourent m'obligent? Est-ce que je le fais parce que c'est la mode? Ou est-ce que je le fais parce que c'est peut-être une solution pour moi pour éventuellement aller mieux? Donc le vrai conseil que je pourrais donner, c'est avant de passer à l'action et que vos désirs vous amènent vers quelque chose, remettez-vous en question, allez observer. D'ailleurs, Spinoza disait une phrase qui est super intéressante, il disait « c'est pas parce qu'il est bon que je le désire, mais c'est parce que je le désire qu'il devient bon ». Et bien avec c'est un peu ça, peut-être que le fait de le désirer, on idéalise la chose et donc du coup on va être plus rapidement amené à vouloir consommer plutôt que de se dire ok c'est pas forcément bon, c'est pas parce que je le désire qu'il est bon, donc du coup prenons un peu de recul, un step back en arrière pour pouvoir mieux analyser la chose. Et aussi évidemment aller observer qu'est-ce qui me pousse à ça, tous les traumatismes que j'ai pu vivre, qu'ils soient conscients ou inconscients, nous amènent à avoir un comportement aujourd'hui, tous les événements, qu'ils soient traumatiques ou pas d'ailleurs, mais ça nous amène à avoir un certain comportement
Et je pense que plutôt que de succomber à une solution illusoire ou une pseudo-mode, elle a essayé plutôt de s'introspecter et de se dire est-ce que c'est réellement bon ce que je fais, pour quelles raisons est-ce que je le fais et est-ce que ça va réellement m'apporter quelque chose, parce qu'en l'occurrence la n'apporte rien à personne. Prenons ma maturité au vu de mon histoire pour des fois une faiblesse, et ben, il me considérait encore plus être une victime. Il faut savoir que dans le deuxième tournage que j'ai effectué, je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'on était en fait sur le banc qui était dans le jardin en fait. Quand on rentrait dans la maison, il y avait un banc en bois à droite. Et d'entrée de jeu, on m'a dit « T'étais la victime dans les Marseillais, ici aussi tu seras la victime ». Quand on est dans le monde de la télé-réalité, et là pour le coup dans l'exemple d'Aurélie Preston, pour pouvoir être vu aux images, dans une télé-réalité, il faut faire des choses. Il faut se montrer, il faut exister, et plus on va exister, plus on va être n'importe comment, on va agir n'importe comment, plus on va vous mettre en avant. Si vous ne faites pas de choses incroyables et que vous restez discret, comme moi par exemple, eh ben on ne vous met pas trop en avant. Et que beaucoup d'autres personnes qui ont tendance à être très extravagants, à jeter les matelas dehors, à aller faire des trucs un peu... Eux, ils vont être vachement plus mis en avant parce qu'ils font des choses. Et donc la télé-réalité les fait exister comme ça. Et là, en l'occurrence, Aurélie, elle subit la plus grande des facilités de pouvoir exister, c'est de ridiculiser quelqu'un pour pouvoir moi me mettre en avant. Il est très facile de prendre une target, de me lancer contre elle pour pouvoir moi exister et au final me faire passer un peu pour le bourreau. Je suis sûr que même peut-être que derrière ce jeu qui était peut-être à la base juste un jeu est devenu vraiment un état d'être pour elle parce qu'elle en a vraiment énormément souffert. Je pense honnêtement que ce genre de situation là, dans le monde de la télé-réalité, il faut être prêt à l'encaisser parce qu'il faut se dire que les gens seront capables de tout pour pouvoir exister. C'est notamment aussi pour ça que les gens font la télé-réalité, pour pouvoir exister. Et donc ce qui se passe, c'est que j'en arrive à aller dénigrer les autres et lorsqu'on sait que ce dénigrement provient uniquement du fait de vouloir se mettre en avant, il est beaucoup plus facile de l'accepter. Moi, j'ai un grand conseil à donner à toutes ces personnes-là qui vivent ce genre de situation. C'est un concept qui provient de la philosophie stoïcienne qui dit qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos pensées, nos perceptions, nos croyances, on peut les contrôler, mais ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas le contrôler, on doit juste l'accepter. Donc lorsqu'une personne arrive, vous critique, vous insulte ou autre, il faut juste se dire que ce qu'elle pense ne dépend pas de moi et que généralement, lorsque les gens sont très durs envers quelqu'un, c'est parce qu'ils sont tout aussi durs envers eux-mêmes. Donc il y a ce lien à se dire qu'en réalité, ce qu'elle dit, elle ne le dit pas forcément pour moi, elle le dit pour elle parce que c'est quelque chose qu'elle n'accepte pas chez elle. Moi, je pense que le harcèlement, c'est quelque chose de banal dans la télé-réalité parce que c'est le moyen le plus simple de pouvoir exister. Il faut être prêt à ça dans la télé-réalité parce que les gens sont capables de tout pour pouvoir exister et pour pouvoir se montrer aux yeux des caméras. On le voit très bien, il y a beaucoup de personnes qui peuvent regretter, mais sur ce moment-là, ils jouent tellement un rôle qui ne leur appartient pas qu'ils peuvent regretter, peut-être avec du temps, avec du recul, mais dans l'instant T, ils ont tellement ce besoin d'exister que la chose la plus facile, c'est de critiquer les autres. Moi, personnellement, j'ai souffert du harcèlement, pas dans la télé-réalité, mais en étant beaucoup plus jeune. J'étais la victime d'un petit manipulateur à cette époque-là qui aimait bien m'enfermer dans les toilettes et me taper. C'est pour ça, par la suite, que je suis devenu, moi aussi, un passage de ma vie où j'étais très violent. Pour lui, c'est son moyen de pouvoir vivre, son moyen de pouvoir montrer qu'il est présent, son moyen de pouvoir combler quelque chose que lui aussi cache. Peut-être qu'à la maison, il pouvait très bien vivre des violences de par son père ou sa mère ou peu importe et que d'ailleurs il les reflétait à l'école pour pouvoir montrer qu'il existe là où à la maison il n'existe pas. Personne n'est méchant volontairement comme disait Socrate, mais que tout provient de l'ignorance du bien et du mal. Un comportement extrême qui n'est pas normal vient toujours cacher quelque chose, un élément déclencheur en amont. Le suivi psychologique en télé-réalité, il est nul, mais vraiment nul. Je vous explique, moi, lorsque j'ai été contacté pour faire cette télé-là, j'ai eu rendez-vous avec une psychologue qui m'a appelé à distance. À ce moment-là, je sortais j'étais encore en fin de dépression, donc j'étais vraiment pas bien. Elle m'appelle, elle me demande comment jouer, qu'est-ce que je fais dans la vie, d'où est-ce que je viens, ciao. Derrière, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de suivi concret sur les plateaux lorsqu'on va vraiment pas bien. Il faut savoir qu'on est enfermé 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes. On nous demande de jouer un rôle quotidiennement. La prod vous pousse aussi à faire telle ou telle action. Allez, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, si tu veux exister, si tu veux truc. Donc derrière, il y a une sorte de jeu de manipulation où il y a un duel qui se fait entre nous, réellement, la personne qu'on est à l'extérieur, le nous qu'on doit être parce que les gens nous imposent d'être, et le nous en fait qu'on a envie de jouer parce qu'on ne sait pas vraiment comment fonctionner. Psychologiquement parlant, il devrait y avoir un suivi, une psychologue ou deux sur le terrain qui puissent directement parler, prendre les gens en tête-à-tête pour discuter avec eux. Parce qu'au final, quand on le fait avec des directrices de prod ou avec d'autres personnes, les tête-à-tête deviennent vite des têtes de manipulation. Donc je sais qu'il y en a qui attendaient que ça. Je sais que ça va faire des heureux. Je sais que je vais être peut-être la risée, on va dire, encore un mariage. Mais c'est pas moi qui choisis la vie. Voilà. La vie, elle est comme elle est. Et
Et voilà, on a pris la décision de se séparer. Moi, je pense évidemment qu'à partir du moment où tu te montres sur les réseaux sociaux, il faut être prêt à avoir de la critique. Ça va ensemble. À partir du moment où tu montres quelque chose, les gens vont forcément réagir. Et puis, il faut se dire que peu importe ce qu'on va dire dans la vie, il y aura toujours au moins une personne dans le monde entier qui ne sera pas d'accord avec nous. Maintenant, là, le problème de cette vidéo, c'est pas vraiment la critique des gens, mais c'est plutôt elle qui se réconforte dans son rôle de victime. Elle dit vraiment « je sais que vous allez être content, je sais que vous allez vous ficher de moi, je sais que Mehdi m'a pas assez aimé ou il aurait dû plus m'aimer et peut-être que j'étais pas assez importante pour lui ». On voit dans son discours-là que le problème, c'est pas les gens, mais c'est son rôle de victime que elle l'entretient, ce que la Boétie appelait cette servitude volontaire. On rentre dans une je suis volontairement victime face à tous les pseudo-bourreaux que je mets en face et du coup je me réconforte en disant ben voilà, vous allez vous moquer de moi, vous allez être méchant, vous allez être agressif et je le sais et c'est bien et je me réconforte. Au final, en créant ça, elle peut soit créer l'inverse, donc les gens vont être plus en état de compassion, peut-être que c'est ce qu'elle recherche, ou alors à l'inverse, réconforter en mode ben oui, tu n'aurais pas dû faire ça ou tu n'aurais pas dû faire ceci. Dans tous les cas, à partir du moment où tu exposes une partie de ta vie et que tu te montres en partie vulnérable, tu es forcément exposé à ce genre de situation. Moi, je ne suis pas contre exposer sa vie privée et je ne suis pas pour non plus. C'est-à-dire qu'il y a une manière de pouvoir le faire. On peut exposer sa vie privée si je suis honnête avec les gens et que derrière, je suis en paix avec moi-même. C'est-à-dire que si j'expose quelque chose qui reflète exactement ce que je suis et que j'ai envie de l'exposer et que ça me fait plaisir et que ça fait plaisir les gens et que je diffuse quelque chose de bon, il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Moi, j'ai une facilité à diffuser sur les réseaux sociaux ce que je fais avec ma fille, avec ma chérie ou autre et ce qu'on partage parce que c'est des moments de ma vie que j'ai envie de montrer, que j'aime bien, que j'apprécie, que je passe un bon moment. Maintenant, j'ai aussi aucune difficulté de pouvoir montrer le côté négatif, le côté plus difficile où je suis en remise en question, je suis pas bien, mais pas en tant que victime, mais plus en tant que voilà, je suis en train de me remettre en question dans une situation parce qu'il y a ça, parce qu'il y a truc. Maintenant, le problème, c'est quand je le fais de manière malhonnête, c'est-à-dire j'expose ma vie sur les réseaux sociaux, mais que cette vie-là n'est pas la réalité. Et donc du coup, dès que moi j'en reviens à la réalité, il y a tellement un gap entre tout ce que j'ai montré et tout ce que je viens de montrer à l'instant, parce que là pour le coup c'est la réalité, je souffre, je suis pas bien. Ça peut être confronté à de la critique ou autre, tout simplement parce que les gens se disent mais attends, tout va bien dans ta vie, du jour au lendemain tu es pas bien, comment tu peux dire que tout va mal ou autre. Enfin, vous savez, tout le monde voit les choses et voit le monde à travers son propre prisme de pensée, quoi. Là je suis vraiment pas bien, je vous explique. C'est quand je l'ai vu la dernière fois, Marie. Il y a 4 jours je l'ai vu. Et la cicatrice, j'avais même plus de croûte, j'avais rien. Elle était trop belle, l'opération elle était trop bien réussie et tout. Et là en fait, ça s'est réouvert. Et il m'a dit d'arrêter de parler. Et il m'a dit parce que sinon en fait si ça se réouvre, en gros je vais avoir une cicatrice que je vais garder à vie. Et j'ai trop peur de ça, je vous jure, j'étais vraiment complexée par ma cicatrice. Je pense que la chirurgie est présente parce qu'on idéalise quelque chose. Aujourd'hui, on voit bien que si je suis pas maquillée, que je suis pas bien faite, que je suis pas assez belle ou que je suis pas assez bien, je peux mettre des filtres sur Instagram et ces filtres-là, ils vont directement me rendre magnifique, exactement comme je recherche un autre moi. Et du coup, les femmes aujourd'hui veulent tellement plaire. Alors quand je parle de ça, je parle des gens de la télé-réalité en soi, je mets pas tout le monde dans le même panier. On n'accepte tellement pas ce qu'on est, qu'on idéalise une autre version de nous et on a envie de devenir cette version de nous. C'est pour ça que certaines personnes aujourd'hui vont chez leur chirurgien esthétique en prenant une photo d'eux avec un filtre en disant « je veux ça ». Je veux ça parce que c'est ce moi-là que je veux montrer au monde. Alors qu'en réalité, ça vient cacher quelque chose derrière. C'est-à-dire que si je ne m'accepte pas comme je suis, que je veux devenir quelqu'un d'autre en changeant même les micro-détails, en allant chercher vraiment à l'extrême, c'est j'ai un problème dans ma voiture, mais je vais changer la carrosserie. Le moteur marchera toujours pas. C'est plus ou moins la même chose en fait. C'est-à-dire que là, on va changer la carrosserie en pensant que le moteur va changer, alors qu'en réalité, le problème persistera à travers le temps. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec la chirurgie esthétique. Maintenant, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est très bon, dans le sens où une femme qui n'a pas une assez jolie poitrine, elle est très complexée par ça et elle s'identifie à un homme parce qu'elle n'a pas de poitrine et qui a besoin de se sentir plus femme en mettant des prothèses ou autre parce que c'est un vrai complexe, la chirurgie peut permettre d'enlever ce complexe-là. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est
très bien et c'est une belle évolution parce que ça permet de pouvoir s'accepter mieux en tant que femme, prendre soin de soi, pouvoir retrouver les attributs que nous on a envie d'avoir parce que c'est comme ça qu'on s'identifie. Maintenant la deuxième chose c'est que l'extrême de la chirurgie c'est pas bon. C'est-à-dire que je vais me refaire ma poitrine parce que je suis complexé. Et après que j'ai refait ma poitrine, ben, je vais refaire mon nez parce que j'ai trouvé un petit complexe sur mon nez. Et après je vais refaire la bouche parce que ma bouche n'est pas assez pulpeuse. Et puis après je vais me refaire les fesses parce que je veux des plus grosses fesses. Donc au final on voit que le complexe il persiste et on l'identifie à d'autres parties de notre corps. C'est-à-dire qu'à la base il y a eu un complexe et puis par la suite on l'a réidentifié à d'autres parties et on va changer d'autres parties. Sauf que vraiment ça sert strictement à rien parce qu'au final le problème persiste et persistera dans le temps. On peut utiliser la chirurgie mais il faut l'utiliser de manière modérée plutôt que de toujours en vouloir quelque chose de surdimensionné. Après j'ai envie de vous dire on a tellement cette idéalisation de la femme à la Kim Kardashian avec des formes et c'est aussi ce que reflètent les hommes parce que si les femmes réagissent comme ça c'est en partie parce que aussi les hommes ont ce désir pour ce genre de physique, évidemment c'est pas tout le monde mais une grande partie et que du coup les femmes ont envie d'avoir ce magnifique physique là pour pouvoir plaire aux hommes, se plaire à soi-même et cette idéalisation fait qu'un jour voilà. De toute façon on voit dans toutes les générations les physiques de femmes parfaites ont changé de génération en génération, c'est jamais la même. Avant c'était les femmes très fines, aujourd'hui c'est les femmes qui ont beaucoup plus de rondeur donc ça change à chaque fois sauf que le problème c'est l'identification de ça et le fait de vouloir devenir un idéal qui au final est tout sauf nous-mêmes. Moi j'ai pas été tenté par la chirurgie, j'aime bien prendre soin de moi, des soins de peau, tout ça pas de problème mais la chirurgie non. Parce que déjà j'en vois pas d'intérêt particulier, je m'accepte comme je suis, le corps ne suffit pas pour montrer une beauté. Pour moi la beauté elle est à l'intérieur, j'ai même du mal à aller au sport, alors je peux vous dire, la chirurgie on est mal barré.